acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Retrouvez tout de suite votre émission en direct, l'invité du corps de garde, présenté par Maël Manomba. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Assalamu alaikum à tous les auditeurs de la Radio Nour. Excellent confort d'écoute. Je voulais annoncer depuis le début du week-end, depuis vendredi, ce matin encore, hier dans le cadre de votre émission L'école au village. Ce matin dans le cadre de l'émission francophone d'ici et d'ailleurs. Cet après-midi, l'invité du corps de garde. Comme promis, elle est avec nous. C'est Madame Carole Libizangomo. Elle est l'invitée du corps de garde. La mise en onde de cette émission est assurée par Axel Kumba. Et si vous prenez l'émission pour la première fois, la voix bantou que vous recevez, c'est bien celle de Maël Manomba de Mouabi. Notre invitée, Carole Libizangomo, est responsable de Carlib Consulting, partenaire des Samba professionnels. Si nous remontons le temps entre 1986 et 1989, Madame Carole a fréquenté à Sainte-Geneviève-des-Monts. C'est en France où vous avez fait une grande partie de vos études, formée à l'Institut européen d'administration des affaires. Dans votre background, on peut citer une licence business, administration, management et marketing. Vous avez travaillé aux États-Unis avant de venir stimuler, booster, rêver la jeunesse gabonaise. Est-ce que la vie a toujours été un long fleuve tranquille pour Madame Carole Libizangomo? Comme on dit au quartier, est-ce que avoir un nom comme Libizangomo a ouvert beaucoup de portes pour être la femme charismatique, oui, la femme influente que nous connaissons aujourd'hui? Quelles ont été les valeurs qui ont construit cette femme? Bien, d'abord, je vous remercie de l'opportunité d'être ici. C'est un très beau cadre, félicitations. Que dire? Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est faux. Des fois, il y a des segments de ce fleuve qui sont tranquilles, et puis soudain, il y a une petite chute, et puis soudain, il y a une petite... un petit rapide, là, voilà. Non, ça n'a pas été de la sorte. Pour revenir juste un peu, j'ai grandi dans un petit village du Massif central, qu'on appelle le Mont d'Or, en Auvergnat, donc voilà. Et ce n'est qu'à l'âge de 15 ans, un peu plus grande, qu'on est monté un peu sur la région parisienne, qui sont les dates que vous avez citées. Et donc après l'université, directement les États-Unis, où je travaillais dans la Silicon Valley. What else? Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Voilà, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir on va dire une Silicon Valley woman dans notre studio, sinon dans les rues de Libreville. Pourquoi avoir quitté la Silicon Valley pour revenir ici sous les tropiques? On dira que c'est le virus de l'entrepreneuriat. Je voyais la majorité des grosses sociétés qui sont là-bas, ou des entrepreneurs qui sont là-bas, venir investir en Afrique. Je suis d'origine africaine, il était temps d'essayer. Donc il faut se donner l'opportunité, il faut oser. Quand on est entrepreneur, le mot-clé c'est audace. Donc j'ai osé, je suis rentrée, je suis d'origine et je m'acclimate. Voilà. Le Gabon est une terre de plein d'opportunités, seulement il faut pouvoir les voir et il faut avoir la bonne paire de lunettes pour pouvoir les pister. Vous me demandiez plutôt quelles étaient les valeurs acquises. Bien, moi je viens d'un métissage Ndoumou et Fan,
Donc c'est un sacré cocktail, hein, entre le Haut-Togo et l'estuaire, là ça fait des pam, boum, bam, you know. Donc c'est une très très belle expérience, hein. J'ai un papa qui était quelqu'un de très doux, quelqu'un de très intelligent, qui pensait que la forme d'encourager l'enfant, c'est de regarder le plein potentiel de l'enfant et de lui laisser découvrir plutôt que de lui imposer. Et il avait toujours une forme très très sage de pouvoir rediriger les choses. Et je n'ai pas un seul souvenir de lui élevant la voix. Et pourtant, j'étais toujours prête à faire tout ce qu'il demandait. Donc c'est pour dire que c'était vraiment quelqu'un, grandeur nature, d'un très grand charisme. Ma mère, c'est quelqu'un de passionné, je dis c'est parce qu'elle est toujours vivante, quelqu'un de passionné qui, d'elle, je pense que j'ai la transparence, c'est-à-dire que je me lance, ce qu'on voit, c'est ce qui est, et ma maman, pareil, ce qu'on voit, c'est littéralement ce qu'elle est. C'est quelqu'un de très spontané, qui, je pense, est resté très, très, très simple et basique dans sa perception des choses. Et c'est vrai qu'elle reconnaît que des fois, il y a d'autres couleurs que le blanc ou le noir, mais a priori, hein, c'est les axes qui sont clairement définis pour elle. Donc, lorsqu'on est dans ce milieu-là, on apprend très, très vite et puis on apprend à développer sa personnalité. Donc on a des enfants qui l'ont assimilé, d'autres qui l'ont moins bien assimilé, et ceux qui sont au processus de les assimiler. Donc on est tous les enfants à différentes étapes, à différents niveaux. Et donc voilà, c'est l'environnement dans lequel nous avons grandi. Alors, vous partez de la Silicon Valley pour venir à Libreville, revenir au Gabon. Aujourd'hui, le mot à la mode, hein, l'expression c'est entrepreneuriat. On parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment. Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat soit aussi populaire auprès des jeunes? Alors, effet de mode, tout le monde veut entreprendre, ou prise réelle de conscience? Je ne pense pas qu'à l'origine c'est une prise de conscience. Je pense qu'à l'origine c'est un état de fait. Il n'y a pas d'emploi et il y a des gens qui se diplôment très rapidement. Donc il a fallu penser à des solutions, et ces solutions ont amené un certain groupe, une certaine élite, à prendre conscience qu'il fallait des moyens subsidiaires pour pouvoir les accompagner et les aider à résoudre cette problématique de leur population. Donc l'entrepreneuriat, dès lors, semble une option qui est viable, semble une option qui est à venir. À partir de là, tous les muscles ont été mis pour la promotion de l'entrepreneuriat. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut maintenant aider les gens à bien comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat, à assimiler les contours, les tenants, les aboutissants, la profondeur et la superficialité de ce qu'est l'entrepreneuriat. Comme j'aime le résumer, hein, entreprendre, c'est entreprendre et donner. Si vous entreprenez, si on entre pour prendre, on est dans la volonté individuelle de poser des actions, de prendre des actions pour son développement à soi. Lorsque l'on est dans le donner, donc quand on entreprend pour donner, on est dans le modèle de celui qui est à la recherche de l'emploi, qui est là pour donner pour autrui, qui entreprend pour autrui, donc qui va pour travailler pour une autre personne. Maintenant, ceci dit, est-ce qu'on a réellement bien pensé à ça? Eh bien, ce n'est pas une simple question de si on a réellement bien pensé à ça, parce que c'est la pensée de tous. L'idée a été émise, certains mécanismes ont été déployés. Maintenant, il faut pouvoir advoquer pour ces mécanismes, mais également advoquer dans un double sens. Dans l'éducation, pour savoir ce qu'est l'entrepreneuriat, comment entreprendre, et tous les dérivés qu'il y a pour l'entrepreneuriat, développer les structures qui vont venir accompagner pour l'entrepreneuriat, mais également, il va falloir advoquer, publiciser, en parler un maximum aux gens sur la prise de conscience de l'entrepreneuriat comme une option de développement professionnel, de développement personnel pour le bien de tous. Quand on parle d'entrepreneuriat, ce qui nous intéresse ici, c'est la frange, la population qui nous intéresse ici, c'est la jeune fille, selon la jeune femme, la femme, de manière générale. Est-ce que cette femme-là a tous les outils nécessaires, ou alors la question c'est, est-ce qu'elle s'engage dans l'entrepreneuriat par ultime solution? Bien évidemment, il y en a quelques-unes qui vont le faire, mais moi j'aimerais revenir à définir le profil
de cette femme entrepreneuriat. Parce qu'on a tendance à dire, quand les différents concours et associations sont, c'est toujours des jeunes, ils ont 16 ans, ils ont 18 ans, ils ont 21 ans, filles, mères, etc. Ce sont des très très jeunes, ce sont encore, mais vraiment de très très jeunes personnes qui n'ont pas la maturité d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est réellement un long chemin à parcourir. Moi, je me considère entrepreneur et pourtant, je vais dans ma cinquantaine. Et j'entreprends depuis suffisamment longtemps, mais je suis aussi un jeune entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas parce que vous entreprenez que tout de suite vous allez réussir. Il y en a plein qui réussissent les concours et ils ne vont nulle part. Il y en a plein qui réussissent et qui ont des fonds et qui le dépensent en prenant du voyage. Parce que réellement, le virus de l'entrepreneuriat n'est pas en eux. Cette jeune femme, il faut voir son profil. Vous avez différents types de femmes. Vous avez dans ces jeunes qui ont abandonné l'école parce qu'ils ont eu une grossesse précoce et ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient aller réintégrer le système scolaire. Ils sont restés à la maison à élever leurs enfants avec l'assistance de leur maman ou de leur grand-mère pendant 5, 6, 7 ans. Les enfants ont généralement entre 3 et 8 ans, leurs enfants. Donc ça veut dire qu'ils sont assis depuis près de 10 ans ou moins de 10 ans. Et donc, il faut pouvoir les recycler. Ils ne pensent pas qu'ils soient adaptables à l'école et ils pensent que leurs amis sont déjà dehors. Pourquoi est-ce qu'eux, ils vont aller avec les enfants s'asseoir à l'école? Ce qui est compréhensible. Il y a également la jeune, celle qui va être bachelière et qui va pour l'université, mais qui n'ont pas les moyens pour ce qu'on appelle aux États-Unis higher learning, pour une haute éducation, voilà. Pour une haute éducation. Cette jeune femme-là, il faut qu'elle arrive à se caser. Généralement, elle va vouloir aller pour un emploi. Elle va cibler les grandes boîtes, mais très vite, elle va les chanter en se rendant compte que, à moins qu'elle ne soit pistonnée, elle n'a pas les prérequis pour être quelqu'un qui ait l'expérience nécessaire pour les entreprises privées. Donc, généralement, ce sera ou bien elle a le contact pour entrer dans l'administration, ou alors... elle va rester, vous la retrouverez ou dans le bar ou alors à faire des petits business ici et là. Donc voilà. Et puis il y a celle qui est à l'université, et j'aime cette partie-là du Gabon, qui aura son Master 1, qui aura son Master 2, qui aura même le Master 3, ce qu'on appelle les bacs plus beaucoup, là. Voilà. Et il n'y a rien de mal, ils essayent, hein. C'est une façon de garder du temps parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc ils continuent à s'éduquer. Et ils s'éduquent en fait dans tous les sens parce qu'il n'y a pas réellement une bonne orientation. Donc ça aussi, c'est de la matière pour l'entrepreneuriat ou pas. Et donc ces jeunes-là, ils sont dans le système où on dit qu'il faut entreprendre. Donc voilà, il y a tous ces profils de femmes qui vont aller de 16 ans, 17 ans à 33, 40, etc. Parce qu'il y a également celles qui faisaient le commerce et qui veulent faire du commerce à plus grande échelle. Celles qui, au travers de leur commerce, peuvent voyager et donc ils acquièrent encore plus de commerce. Mais maintenant, elles essayent de faire que ça puisse prospérer parce que quand elles font le commerce, si elles sont malades, leur fonds de roulement va vers le bas. Donc, elles n'ont pas réussi à se stabiliser pour que leur activité fonctionne à temps plein, qu'elles soient en bonne santé ou pas. Donc ça aussi, on les met dans le même bassin de ces femmes entrepreneurs. Donc il y a encore dans ce système-là, ce nombre de femmes, il y en a qui tombent et qui font partie de l'agrégat pauvre. Donc on dira, ils rentrent dans le système de la lutte contre la pauvreté, de l'encadrement. Il y en a qui vont un peu se perdre, qui vont tomber malades, qui vont ramener des différentes maladies. Il faut aussi les assister pour les former. Il y en a où on ne sait pas, on va leur donner des formations qui sont professionnelles. Tout cela sont les composites de la femme dans le milieu de l'entrepreneuriat. De toutes ces catégories, quelle est la catégorie, sinon quelle est la jeune fille gabonaise qui s'en sort le mieux ou qui s'accroche rapidement et a une éclosion visible? Écoutez, il n'y a pas réellement des chiffres pour pouvoir le dire, donc je vais me baser sur le fait que, ayant coaché des centaines de personnes et accompagnant des centaines de structures et microstructures, je vais donc me baser simplement sur mon expérience professionnelle, qui n'est pas réflectif des millions et des statistiques qui sont mises là dehors. Ceux qui s'en sortent un peu le mieux sont ceux qui ont un bon soutien externe, ou alors elles ont un bon copain, un bon partenaire, un bon époux, un bon papa qui les soutient et qui leur paye des formations pour pouvoir les outiller.
Okay. Celles qui sont des professionnels, on les retrouve dans l'administration, donc elles travaillent déjà, mais elles ont suffisamment de temps pour pouvoir rentrer dans la question de l'entrepreneuriat et elles ont besoin de soutien pour mieux entreprendre, mais elles ont la stabilité d'un salaire. Qu'il soit stable et fréquent ou pas, elles ont la stabilité d'un salaire, donc elles peuvent investir dans leur développement personnel et professionnel. Donc celles-là, elles vont venir pour des formations, pour comprendre comment mieux entreprendre. Maintenant, il y a celles qui viennent de bonnes familles, mais elles sont quand même dans les catégories prédéfinies précédemment. Et elles, grâce au loyer que les parents ont laissé, grâce à un héritage ou grâce à la maman qui travaille, etc., sont dans des meilleures conditions pour pouvoir entreprendre. Et donc là-dessus, elles ont le temps, les ressources et la volonté. You know. Pour dire celles qui réussissent le mieux, ce ne sera pas par rapport à quel profil elles correspondent, mais par rapport aux qualités qu'elles apportent. Qui veut dire la volonté, l'envie, la résilience et l'humilité. L'humilité est très importante. Et quand je dis l'humilité, ça inclut la pierre fondamentale de l'humilité qui est la foi. Parce que pour entreprendre, il faut vraiment entreprendre avec beaucoup de foi. Vous allez tomber, vous allez avoir des hauts et des bas. Il faut vraiment être solidement ancré pour pouvoir continuer et ne pas se laisser abattre. Et si en plus vous êtes bien accompagné, vous avez déjà ici des bases essentielles pour entreprendre. Maintenant, après ça, il faut trouver la bonne idée ou le bon produit ou le bon projet. Alors, quand on arrive à Carlib Consulting, comment ça marche? Bien, je peux parler de ces différents profils parce que c'est le plus grand nombre des gens que je vois. Donc, j'ai des professionnels aguerris qui travaillent dans le privé, mais qui veulent un peu plus, ils veulent mettre ce qu'on appelle le beurre sur les épinards, ou alors, avoir vraiment l'opportunité de pouvoir être un peu plus stable, pour pouvoir envoyer leurs enfants faire de bonnes études, pour pouvoir eux-mêmes voyager, pour pouvoir construire leur maison et être un peu plus aisés. Donc au niveau de Carlib, on a un peu de tout. On a des parents qui investissent sur leurs jeunes. Il y en a qui emmènent des jeunes aussi tôt que 16 ans, qui ont leurs cours. Ils commencent avec des petites formations qui sont comme des formations d'anglais technique, qui leur permet à eux d'être efficaces dans leur scolarité pour leur anglais, et qui leur permet, c'est toujours accompagné avec une formule de coaching. Donc le coaching, c'est pour les orientations, pour qu'ils puissent découvrir ce qu'ils aiment faire, qu'ils puissent découvrir qui ils sont, qu'ils puissent découvrir dans leurs études comment travailler leurs notes. C'est vraiment de la stratégie, c'est de la stratégie. Quelle matière se concentrer, comment le faire, et cette matière, quels sont les dérivés de cela, et puis découvrir ce qu'on aime faire. Si on passe beaucoup de temps sur son téléphone, si on aime les applications et que nos parents viennent nous voir pour réparer les téléphones, on est prédisposé pour être un bon informaticien. Un bon informaticien, même pas informaticien, c'est comme avant, on travaille pour une structure, mais faire du coding, de la codification, développer des softwares, des trucs comme ça. Donc ils s'amusent, il y a des petits clubs là-dessus qui commencent à s'y faire. Et ils sont doués, ces jeunes. Ils sont doués, ces jeunes. Pour parler toujours de cette jeunesse, au niveau des deux sexes, les jeunes filles, les jeunes garçons, qui sont ceux qui s'en sortent le mieux? Je dirais probablement, ça dépend des segments, mais dans sa globalité, je dirais que les jeunes filles, parce que elles sont mieux accompagnées, elles sont mieux accompagnées. Il y en a qui sont futées, elles ont de bons amis, et il y en a qui ont de bons parents, et donc elles prennent un peu le temps. La seule différence, c'est que la jeune fille, elle est un peu plus paresseuse que le jeune homme. C'est-à-dire qu'elle est un peu plus lente que le jeune homme. Et elle va aller vers certains segments qui sont beaucoup plus à avoir avec des choses de filles. Alors que le jeune homme, il n'a ni peur d'avoir affaire à des choses qui sont des choses de filles ou des choses de garçons. Comment intègre-t-on le cabinet Carlib Consulting? Quels sont les modes d'inscription? Comment ça se passe pour ceux qui vous écoutent cet après-midi? D'accord. Déjà, il faut dire que Carlib Consulting est un cabinet d'affaires qui a 3 pans. 3 volets. Un volet formation qui va de la formation English Pro, des formations d'anglais que l'on fait aux entreprises, formation technique qu'on a étendue aux jeunes. Il y a la formation professionnelle
Dans la formation professionnelle, on a l'outillage professionnel qui peuvent être des formations QHSE, qui peuvent être avec des experts QHSE, parce que c'est nécessaire de pouvoir les étendre. Des formations sur la gestion des coûts, sur les établissements de cahiers de charges, des formations qui sont sur le leadership, sur la gestion prévisionnelle, des formations qui sont vraiment sur le self-esteem. Donc là, on rentre dans le développement personnel. Donc il y a différentes catégories de formation. Donc on a la partie formation, on a la partie service. Donc on fait l'accompagnement des entrepreneurs. Donc qu'ils soient artisans, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient start-up de tout genre. On les accompagne pour pouvoir s'outiller avec les organes qui sont nécessaires, mais surtout, avant de les diriger vers les organes légaux et normaux, de réellement les emmener à une prise de conscience, de comprendre ce pourquoi ils entreprennent, comment entreprendre efficacement, comment rentrer dans l'essentiel du revenu, génération de revenus, comment trouver les fonds. Donc ça aussi, ça rentre dans les formations avec le système de clustering, le système de levée de fonds par cluster, levée de fonds participatif, levée de fonds au travers des banques, ou alors les autres petites dérivées de levée de fonds qu'on peut suggérer. Et les gens s'en sortent. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui pensait qu'il n'avait aucun argent, qu'il était super pauvre. Mais quand je lui ai montré comment demander 5 à 10 000 francs à toutes les personnes qu'il connaissait, il a réussi à lever 1 million. Oui, 10 000 francs, c'est juste 100 personnes. Vous commencez avec votre maman, votre papa et les gens qui connaissent et tout. C'est juste développer ce courrier, avoir cette image de projet que vous souhaitez faire. Et donc ça démarre. Donc il y en a qui le font. Il faut dire qu'on en a démarré vraiment un grand nombre. D'ailleurs, pendant les samba professionnels, on a pu en lancer 8. Donc ce qui est vraiment très 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 bien et qui sont prospères. Il y a des entreprises très efficaces qui accompagnent et il faut vraiment les saluer, comme Canal+, Air France qui a été très efficace. Il y a des organismes très très bien comme ONU-SIDA qui s'y sont mis. Ils n'ont peut-être pas encore l'investissement ni la force de frappe financière, mais ils ont définitivement pu développer un système où ils peuvent orienter tous ces jeunes-là vers des structures. Le tout, ce n'est pas d'être celui qui donne de l'argent, mais de savoir qui peut apporter de la valeur à ceux que vous entremettrez. C'est la notion de networking. D'accord, mais il faut également ajouter un aspect important dans l'entrepreneuriat, c'est que là, on parle là d'une forme de réseautage. D'accord. Alors, dans nos sociétés, ici au Gabon, quand on parle de réseautage, tout le monde, celui qui entreprend désormais, qui décide de mettre un réseau relationnel, pour ces relations-là, ils sont tout de suite vus comme une sorte d'antichambre. Tout le monde a peur d'intégrer le réseau parce qu'on se dit que c'est un réseau. Alors il ne faut pas entreprendre. Voilà. Alors il faut aller vers la sécurité et puis rester à faire des petits trucs. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de global pour tout le monde. L'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il faut de l'audace. Qui dit de l'audace, faut dire est prêt à savoir qu'il sera exposé à du risque. Il y a des gens qui sont corrects, il y a des gens qui sont moins corrects. Et pour rester dans le correct, il faut être bien accompagné. Il faut avoir des opérateurs qui sont là sur la place. Moi, je collabore avec la plupart des grands coachs qui sont là. Coach Meyo, Silver Boussamba et autres. Il y en a plein. Ampaga Consulting avec le juriste autrement, où je suis allée faire une présentation à ces juristes là sur comment ils sont des entrepreneurs du droit. Et donc, comment est-ce c'est important d'avoir de l'éthique, de la morale et de la déontologie, et comment l'appliquer pour qu'ils puissent réellement diversifier dans les types de clients, comment gérer ces clients, et comment ils peuvent devenir en agrégat, comment ils peuvent devenir en attendant de passer le barreau et générer des revenus. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment savoir stimuler, pour stimuler la créativité des gens, la réflexion. Moi, j'ai entendu depuis que je suis rentrée au Gabon, c'est vrai que je n'ai pas grandi ici, mais comme je dis, je m'acclimate.
Et depuis que je suis arrivée, on parle beaucoup, oui, les antichambres, les chambres, les ci et ça. Oui, bon, on a tous un parent, hein, Quelque part. voilà, quelque part. Et ça ne le rend pas moins parent, ni plus. Même la hyène aimait ses enfants, hein. Donc, il faut aussi relativiser un peu dans tout ça. Il faut être moderne et il faut être jeune. Les moyens que les anciens avaient d'appliquer ne sont plus les mêmes moyens aujourd'hui. On n'a pas à les faire, mais il faut être bien entouré. Donc, il faut qu'il y ait plus d'endroits pour un écosystème sain de l'entrepreneuriat. Donc, il faut du networking. Il faut regarder qui fait bien quelque chose, lui parler comment tu as fait et se coordonner. Et il faut investir sur soi pour la formation. Okay. Moi, mes formations, je pense que ce sont les moins chères qui puissent être. Parce qu'il y en a des groupes qui vont m'inviter, je leur dis, écoutez, bon, je vais me déplacer, il n'y a pas de souci. Combien de personnes vous avez? Ok, allez, mettez-leur, c'est 2000 francs par personne. J'arrive et je vous fais la formation là, la journée. Mais il faut avoir un cahier, il faut avoir une idée de projet. Tout le monde sort de là concrètement avec un projet et avec comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place un système financier. Généralement, je les encourage pour le financement participatif au départ. Une fois que ce financement participatif est collecté, pouvoir travailler avec les banques là-dessus. Et puis, le financement participatif, l'étendre peut-être sur 3 mois, ce qui vous donne un petit fonds de roulement pour pouvoir démarrer. Et les gens le font. Combien ça coûte une formation à quart libre dans le cabinet consulting Comme je vous dis, et la durée? La moins chère peut démarrer à partir de 2000. Hein. Ça dépend du nombre de personnes. Moi, je suis dans la logique du volume. Et puis après, ça, c'est une question de qualité et puis du contenu. Hein. Le tout, c'est ça. Il faut avoir la bonne salle. Je me déplace même pour les salles. Si j'entends qu'il y a un coach là-bas qui a une salle et les miennes, elles sont bouclées, je vais dans sa salle. Je dis, bon voilà, j'ai telle formation. Et puis voilà, on arrange un split. C'est aussi ça, hein, l'entrepreneuriat. Mais on a des formations, celles qui sont coaching personnel, à partir de 100 000 francs, elles démarrent. You know? Coaching personnel individuel pour les professionnels. Celles qui sont les formations de groupe, qui sont en système de classe, qui durent généralement 3 à 6 mois. Donc celles-là, elles sont à 30 000 francs par mois. Et là, quand ils sortent, mais c'est réellement en application. Et là, je ne rentre pas dans les formations d'anglais. Je parle vraiment des autres formations professionnelles. Les formations d'anglais, elles sont là. C'est 30 000 francs pour les classes. Les classes, c'est 10. Et dans les classes, il faut vraiment savoir, il y a déjà un profiling individuel, à quoi la personne veut utiliser son anglais et comment elle se met, et puis les rentrer par niveau, et puis faire les avancées là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà, l'année académique a démarré, sinon dans quelques jours, elle va démarrer. Quels sont les projets à court terme, Carline Consulting, à Libreville, au Gabon? Bien, comme je disais, là, nous sommes en train de finaliser une négociation pour un local un peu plus grand qui nous permettrait d'avoir une forme d'incubateur sur la formation professionnelle. C'est un grand espace avec différentes salles, ce qui nous permettra de mutualiser différents types de formations. Les entreprises ont besoin de formation. Il y a des entreprises étrangères qui viennent et qui ont énormément de problématiques qui ont à voir avec le travail. Donc il faut qu'ils sachent par rapport à leurs ressources humaines comment employer les gens, que faire avec ça. Donc il y a des problématiques au niveau de l'inspection du travail. Elles ont besoin de ce type d'outillage. Il y en a qui ont besoin de conseils juridiques sur les contrats d'emploi qui sont faits ici, parce que les contrats d'emploi que eux ils ramènent ne sont pas contextualisés. Est-ce que le fossé il est grand? Le fossé il est très grand. Il est très grand, c'est pour ça qu'il faut contextualiser, il faut pouvoir travailler avec eux. Mais jusqu'à présent, les cabinets qu'ils ont trouvés les voient un peu comme une mine d'or. Donc, ils leur chargent beaucoup une fois, et puis eux, ils ne reviennent pas vers eux. Il faut apprendre, le Gabonais a besoin de se familiariser avec la notion des coûts. Hein. Avec la notion des coûts. Il faut des coûts qui soient raisonnables, et il faut commencer à voir les opérateurs économiques comme des partenaires à long terme, et non pas des coûts d'un soir. C'est-à-dire qu'on vous charge des millions une fois et puis après, voilà, j'ai pris mon argent, je suis parti. Mais dans ce cas, vous n'avez rien compris à l'entrepreneuriat parce que dans 6 mois, quand vous aurez tout dépensé, vous aurez besoin d'un nouveau client. You know?
et ils sont pas si nombreux pour que vous puissiez Vous en séparer. vous offrir ce luxe pendant longtemps. Et puis il y a des grosses entreprises qui ont des éthiques un peu difficiles. Elles vont vous payer bien pendant un moment. Bon, il y a une grande société de la place qui depuis 2014 me doit toujours 4 millions. Ils me font tourner. Ça a été très dur au début, mais j'ai laissé couler. Donc j'apprends à être très 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 patiente. Et ça m'a aussi permis à moi d'apprendre à mieux communiquer avec mes fournisseurs, parce que des fois ils sont là, ils attendent pendant longtemps. Moi j'en ai qui ont attendu pendant 2 ans pour qu'on puisse les régler. Et puis c'est les règlements occasionnels, etc. Il faut vous dire que peu importe votre taille, peu importe la présence que vous puissiez avoir, ce sont des choses qui sont à gérer, ce sont les réalités de l'entrepreneur. Il n'y a pas de choses qui soient faciles. Donc je disais, donc on a le service, donc dans l'accompagnement pour les entrepreneurs. Et là-dessus, on donne des séminaires. Là-dessus, on donne des formations. Là-dessus, on a l'accompagnement. On les accompagne même pour les négociations. On aide pour certains à trouver des investisseurs. Là, pour un client qui suit nos formations, on a pu leur trouver un bon investisseur en Italie. Donc, on est en train de finaliser. Là, je vais maintenant traduire leur projet tout en anglais pour que le client qui a donné son accord de principe. Donc là, je m'y mets un peu. Quand je vois la qualité, la texture du projet, du projet, je sais que je peux jouer un peu sur, d'un point de vue personnel, sur des contacts que je peux avoir. Parce que leur investissement peut ne pas être indiqué pour moi et ce que je fais, mais il peut être indiqué pour un de mes clients. Donc il faut aussi ne pas s'attacher comme si c'est une pièce de propriété. C'est pas une pièce de propriété. L'investisseur, il n'appartient à personne. Lui, c'est une question d'opportunité. Si c'est chaud, c'est chaud. Quand c'est plus chaud, c'est parti. L'entrepreneuriat, c'est tout un état d'esprit. Hein? C'est exact, c'est tout un état d'esprit. C'est vraiment, comme je dis, hein, c'est quelque chose qui est un sport de longue durée et de longue haleine. C'est-à-dire que si vous commencez, c'est pas le petit sprint de 100 mètres et puis c'est terminé. Non, celui-ci, là, ça prend des années. Moi, au Gabon, ça fait 7 ans que je m'y exerce. Il y a des moments où c'est très bien, des moments où c'est moins bien. J'ai passé une vague qui était vraiment difficile et creuse, mais c'est là où il faut avoir beaucoup plus d'élan et être. Et puis, bon, vous allez rencontrer des gens décents, des gens moins décents. Infortunément, bon, moi, je n'ai pas la structure de gens qui peuvent venir me dire bon voilà, vous faites du bon travail, voilà des fonds, on a confiance en vous, allez-y. Je suis toujours en train de chercher des sponsors, donc je suis devenue assez bonne à chercher ça et à pouvoir lever des sponsors pour moi ou pour des autres, hein. Mais on a toujours besoin de fonds. Par exemple là pour nos locaux, pour pouvoir faire la forme d'incubateur, on aurait besoin d'investissement. Les banques n'investissent pas. Les banques, elles sont limitées. Les banques ne font pas preuve de vision. Elles ne sont pas dynamiques. Elles ne sont pas flexibles. Et elles ne prennent pas de risques. Elles aiment la sécurité. Est-ce que l'État aujourd'hui joue pleinement son rôle, accompagne justement ces startups-là, vos entreprises, pour une meilleure éclosion de l'entrepreneuriat qui demain, bien sûr, à long terme, sera un véritable appui pour le décollage de l'économie? C'est là où je parle au Gabon en disant une personne ne peut pas tout faire. L'État a montré l'étendue de son potentiel. Il a montré les limitations également de son potentiel. Il a fait sa part. Maintenant, bon, chacun doit aussi faire un peu de sa part. Maintenant, c'est vrai que c'est pas vrai dans tous les domaines, mais dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils ont entrepris pas mal de choses. Il y a des choses qui se font, il y a des travailleurs. Vous êtes satisfait quand même en tant qu'entreprenante, satisfait de ces choses faites-là déjà? Moi, je ne serais pas une bonne référence. Je ne serais pas une bonne référence parce que n'ayant jamais travaillé dans le privé et quand je suis arrivée, n'ayant personne sur qui me reposer, je suis arrivée, je pense, au Gabon à un moment où, infortunément, mon papa était un peu plus âgé, un peu plus fatigué. Au bout de 2 ans, il est décédé. Donc, je n'avais pas ce réseau ni ce networking. Et je ne dirais pas que j'ai réellement comme certains vont dire, moi j'ai le parent, j'ai 6 mois. Non, je n'ai pas ça. Donc, je ne vais pas aller dans un domaine, dans un axe qui va prôner une chose. Moi, je suis travailleur, je plie mes manches et puis je travaille. Quand il y a quelque chose qui bouge, je réfléchis comment je peux être un peu plus créative. Donc, je n'ai pas cette relation avec l'État
qui me permet d'avoir un point de vue expert sur son potentiel, parce que je peux seulement, pour moi, en tant que professionnel, je vois où sont les limitations. Donc, je suis quelqu'un qui a une lecture assez rapide et assez bien, parce que certains mouvements que l'État peut faire qui seraient à l'avantage des entrepreneurs est très vite limité par l'intérêt personnel de tierces essentielles qui pourraient être là à renforcer ça. Donc l'État a montré son potentiel, mais pour les muscles, ça arrive à différents degrés. Et bien sûr, des environnements plus propices pour l'épanouissement, pour l'éclosion des affaires, des entrepreneurs que d'autres. Justement, c'est là que se pose ma question. Ah ben écoutez, on est tous part de la solution, hein, et on est tous part aussi de la problématique. Ça, c'est pas une affaire de l'État, c'est une affaire de nous tous. Quand on parle ici d'un écosystème. Pour que cet écosystème soit plus dynamique, il serait stérile s'il ne s'agissait que de l'État. Parce qu'une seule personne ne peut pas établir un écosystème. Il faut des acteurs pour pouvoir le faire. Donc il faut utiliser un maximum de personnes pour qu'ils viennent interagir, développer le relationnel, faire un échange, donner des formations. Et donc à ce niveau-là, je dirais que oui, l'État a fait quand même pas mal. Hein. Justement, en termes de formation, aujourd'hui vous êtes à Libreville, on sait que c'est la capitale qui regroupe la plus grande partie de la population gabonaise. Qu'est-ce qui est fait pour l'Interland ? Eh bien, c'est parce que les gens sont livrés à eux-mêmes avec des fonds qu'ils doivent lever. Par exemple, quelqu'un comme moi, si je n'arrive pas à finaliser, par exemple, mon local, je ne peux pas monter les formations de calibre qui me donneraient les revenus de pouvoir financer des caravanes ou des mouvements associatifs avec d'autres coachs pour pouvoir arriver à l'intérieur. Donc, c'est une question de financement parce que là, il n'y a pas de fonds à proprement dit qui soit orienté vers le privé. C'est compliqué, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de trucs, c'est compliqué, on a tous nos petits problèmes. Mais pour ce qui est de l'intérieur, c'est la volonté propre. Quand on arrive à être un entrepreneur mature ou semi-mature, notre premier axe, c'est maintenant, après ça, c'est de mutualiser. Et là, je dis que 2020, il faut mutualiser, il faut aller agressivement à l'intérieur. C'est à l'intérieur que les marchés se font. Plein de gens vont, ils investissent. Allez y voir. On a investi pleinement à Mwanda, il faut aller. À Port-Gentil, il y a de nouveaux acteurs économiques qui sont rentrés, il faut y aller. Mayumba, il y a de nouveaux opérateurs qui y sont. Il faut y aller en force. Il faut oser délocaliser, il faut aller à l'aventure. Lorsqu'on est un entrepreneur, il faut avoir un budget développement et investissement. Et quand vous arrivez à avoir un peu, voyagez, allez-y, prenez des rendez-vous, préparez-vous et il faut faire de l'action commerciale. Et l'action commerciale, si vous le limitez au devant de votre porte, vous n'irez pas loin. Donc il faut pouvoir aller le faire à l'intérieur. Permettez une question, Madame Carole Ibizangomo. Yeah. Quand on sort de la Silicon Valley, comment on cherche des partenaires pour financer une caravane ? Eh bien, c'est très simple. Quand vous cherchez des partenaires, vous ne pouvez pas chercher des partenaires avec 0 franc. Il faut déjà avoir un peu de sous. Parce qu'il faut déjà vous préparer, il faut avoir un package, il faut avoir une présentation, il faut avoir des supports pour pouvoir convaincre autrui. Il faut avoir un projet solide pour pouvoir convaincre autrui. Ensuite, il faut s'armer pour savoir vendre cela pour convaincre l'autre. Il y a de l'investissement. Moi, j'ai vu, par exemple, je sais qu'il faut que j'atteigne un certain niveau et là, ça va décanter. Il y aura pas mal d'investisseurs qui sont intéressés. Il faut savoir que chaque ambassade qui est ici, c'est une porte d'opportunité pour vous parce que chacune d'entre elles, c'est une fenêtre à leur chambre de commerce. Et leurs chambres de commerce sont super bien organisées. Et donc, une entreprise, c'est facile d'aller directement aux ambassades solliciter pour être mise en contact avec les chambres de commerce ou alors pour avoir des interchanges. Les ambassades vont déjà vous envoyer des invitations lors de leurs anniversaires d'indépendance. Vous aurez l'opportunité de faire du networking. Ensuite, savoir quelles sont les activités que ces ambassades font pour promouvoir leur pays, pour promouvoir leurs entrepreneurs et donc rentrer dans un mode de jumelage. C'est un état d'esprit. Là, nous venons de créer un produit. Vous me demandiez ce qu'il y a comme produit. On a un produit qui s'appelle les carnets de la route. Donc, on va faire chaque mois
les professionnels vont devenir membres. La page sera on va sortir la page rapidement dans la semaine pour des professionnels pour qu'ils s'inscrivent. Une fois par mois, on va faire des sorties. Par exemple, là, la sortie qui est du 5 octobre, je crois, on va aller visiter l'arboratorium et faire un pique-nique, terminer avec un pique-nique au Cap. Au niveau du Cap, là-bas. Okay. Voilà. Donc, ensuite, on terminera avec un pique-nique au Cap. Mais on va inviter des chargés d'affaires en ambassade, des professionnels ici et là, pour que ce soit une opportunité de rendre le culturel avec l'agréable et de découvrir les professionnels, de pouvoir échanger. Et ce sont aussi des opportunités là d'établir des liens et d'établir des opportunités. C'est ennuyeux pour un entrepreneur. Moi, je m'ennuie royalement. C'est ennuyeux pour un entrepreneur d'être dans un écosystème qui est quasi en ingestation. Il faut pouvoir rencontrer d'autres professionnels. Il faut qu'il y ait plus. Je vois, il y a Luc Ondias qui a il est très bien. Et il ne faut pas vous limiter. Hein. Il a des journées portes ouvertes qui sont vraiment excellentes, qui permettent aux entreprises de pouvoir se présenter, qui permet aux gens de faire du networking, de pouvoir interchanger, et ça peut déboucher dans des opportunités de marché. Il y en a quelques-unes de ces actions, mais il faut les multiplier. Il faut qu'il y en ait en plus grand nombre, et il faut pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc là, les carnets de la route permettront de joindre dans des activités physiques, et il y en a, on fait 3 pendant 3 mois qui sont dans une zone locale, et puis le 4e où on va à la découverte d'un espace qui peut être, par exemple, on va aller découvrir Lambaréné, et là on va aller à Lambaréné et on va découvrir le potentiel de Lambaréné. Il faut savoir que ceux qui sont dans les ambassades, ils ont envie de rencontrer les professionnels comme ça, ils ont envie de cette facilité comme ça. Donc nous, on essaye de monter certaines activités qui vont pouvoir stimuler, et puis ça c'est très très bien pour les entreprises étrangères de commander des études, de savoir un peu chaque zone de quoi ils sont bons et tout, et nous ça nous permet de revenir à écrire des rapports d'industrie sur l'investissement. Et là, de voir les états de route, le plein potentiel, ne pas regarder que le négatif. Une route qui est cassée, c'est un potentiel d'investissement. Nous espérons, la Radio Nour espère être invitée au cours de ces carnets de route. Absolument. Mais je vous lance l'invitation dès maintenant. Surveillez sur Facebook. Cette semaine, la page, elle va sortir, où vous pourrez vous inscrire, que vous serez part. C'est le 5 octobre, la première sortie. On a déjà des professionnels qui y sont. Inscrivez-vous, vous êtes professionnel. En tant que professionnel, évidemment, si vous ne l'avez pas déjà, faites-vous des petites cartes de visite. Parce que quand on y est, on dit « Ah oui, qu'est-ce que vous faites ?» Voici ma carte, appelez-moi. Et puis voilà, on n'est pas là pour vous faciliter que vous preniez le relationnel, mais pour vous outiller sur comment établir des relations, et puis visiter des endroits magnifiques. Justement, un petit cours quand même pour nos auditeurs aussi qui nous écoutent et d'autres entreprises. Quels sont les petits outils du professionnel? Une carte de visite, toujours un stylo à porter, un téléphone en bon état. Vous voyez là, dès que je suis arrivée, j'ai mon petit carnet, j'ai mon petit stylo. Des idées peuvent arriver, on écrit rapidement. Il faut toujours être outillé, il faut toujours avoir, ou alors avoir votre téléphone. Le téléphone, c'est pas fait que pour les petits jeux là, que je vois les gens faire avec le téléphone. C'est une utilisation tellement limitée. Mais dans le téléphone, moi j'enregistre toujours dans le voice. L'enregistreur là, oui. Dès qu'une idée arrive, je l'enregistre, et dès que j'enregistre cette idée, je le donne à mon assistante, je dis allez, saisissez-moi ça. Quand je sors et je relis, j'anime donc l'idée qui était prise, et puis ça y est, c'est un projet. J'ai un tiroir plein comme ça de projets. Donc on a les carnets qui seront là, donc la première sortie qui est là le 5 octobre. On veut organiser à grande échelle un grand festival, qui sera un festival de la bière. Donc je vous dis déjà, messieurs, à votre mousse, à vos recettes, parce que vous aurez des gens du monde et d'ailleurs. Donc on est en train de peaufiner ça. En fait, le projet est déjà en conception depuis 2 ans, donc là j'envoie juste un petit prémisse, mais on va aller solliciter d'autres pays de venir pour pouvoir avoir cette foire, parce que c'est d'industrie.
il y a l'industrie du blé, le maïs, il y a des emballages, il y a un pan là-dessus, ça permet aussi de stimuler la créativité. On a une bière au Gabon, la Timbe, qui est faite là-bas au niveau d'Agondjé, mais les gens en entendent parler, mais rien du tout. Il y a un petit micro-festival qu'ils ont fait avec des gens pour cette bière-là. Il faut encourager cela. Il faut consommer, il faut expérimenter, et puis regardez si vous aussi vous pouvez faire votre petite bière. Préparez-vous pour cet événement. Bien, à la Radio Nour, avec la mosquée à côté, nous ne buvons pas de bière ici, mais pour l'économie nationale, pourquoi pas, pour que le chiffre d'affaires... Non, mais vous faites l'entrepreneuriat, vous faites la culture et l'agriculture, vous pouvez produire du maïs, qui soit utilisé pour du pop-corn ou qui soit utilisé pour de la bière. C'est un produit du terroir qui est créé avec un sol qui est vraiment riche. On a un sol riche, on ne sait juste pas quoi en faire. On a un autre or noir qui n'est pas forcément celui que l'on trouve en mer, mais celui qu'on trouve sur le sol. Donc il faut vraiment avoir le plein potentiel et l'inventaire en fait de ces ressources. Il faut rester créatif. Pour être créatif, il faut savoir qu'au travers d'un événement, on peut faire rentrer plusieurs autres idées qui ouvrent à différentes choses. Ces gens qui viennent de l'extérieur, ils auront envie de visiter. C'est l'opportunité, par exemple, aux opérateurs du tourisme de pouvoir avoir... Visiter la première radio musulmane du Gabon. Exactement. Alors, nous allons inviter notre invitée, Madame Carole Libizangomo, nous laisser son mot dans notre livre d'or. Après l'avoir écrit, elle va faire elle-même la lecture du mot. Parce qu'on ne sait jamais. J'ai eu des invités qui écrivent comme des docteurs en médecine et c'est toujours difficile pour moi de lire. Donc, c'est à cette page ici. Voilà. Vous allez nous laisser votre mot que vous allez relire après et bien sûr, vous nous donnerez un dernier mot encore pour nos auditeurs, certainement pour stimuler cette junte féminine à l'honneur aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, l'invité du corps de garde, la thématique, sinon le titre, c'était la place de la jeune femme dans l'entrepreneuriat. Et pour en parler, nous avons reçu la responsable du cabinet d'affaires Carlib Consulting. Simplement rappeler qu'avec Madame Carole Libizangomo, elle était l'invitée du corps de garde cet après-midi. Elle est responsable de Carlib Consulting, partenaire des Samba professionnels. Elle nous a parlé de la grande ouverture du cabinet Carlib Consulting dans quelques semaines, de la caravane également qui va se dérouler dans quelques semaines aussi, les carnets de la route, de l'événement du 5 octobre. C'est une excursion quelque part dans le laboratoire sur la côte là-bas au Cap Santa Clara et du festival de la bière. Ensemble, nous sommes encore là. Elle nous laisse son mot dans notre livre d'or qui va marquer pour la postérité son passage dans notre radio. L'invité du corps de garde, l'émission en direct recevait cet après-midi Madame Carole Libizangomo. La mise en onde est assurée par Monsieur Kumba Axel Fidèle. On dit merci parce qu'il a bien effectué le déplacement. Il est avec nous, le fidèle, comme à chaque numéro. Monsieur Kumba, encore merci d'avoir effectué le déplacement, d'avoir assuré la mise en onde de cette émission. Si vous prenez seulement la fréquence à l'instant, vous écoutez la Radio Nour, la passion du savoir, et l'émission reçoit aujourd'hui Madame Libizangomo, la responsable du cabinet consulting Carlib, le cabinet d'affaires. Ensemble, nous avons parlé de comment inciter la jeune femme dans l'entrepreneuriat, quelques outils également. Donc, je vais la laisser terminer son mot. Surtout, n'oubliez pas que cette émission, vous pouvez la réécouter ce soir à partir de 22h sur nos ondes, la 95 FM, et sur notre chaîne en ligne Facebook et YouTube pour les habitués. Pour tous les internautes, en profitant de l'occasion pour saluer tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, depuis son président jusqu'à tous les membres, en passant par Madame la directrice de l'enseignement privé islamique. C'est bientôt la rentrée des classes. Madame assalamu alaikum, c'est Madame
Issa Poulera, épouse Ndiengi, Madame Assalamu alaikum. On va aussi envoyer un assalamu alaikum particulier à Madame, notre comptable, elle c'est Madame Mariam Diakiti. Assalamu alaikum. Assalam également à, on va lui souhaiter une prompte guérison, elle c'est Madame Oumou Ouermi. Assalamu alaikum. Voilà, Madame Libizongomo est en train d'écrire dans notre livre d'or pour nous laisser un message. Et là, bientôt, ça va être la signature. On va dire merci encore à tous les auditeurs de la Radio Nour. Juste rappeler que nous sommes ensemble en direct dans cette fréquence. Nous avons avec notre invité présenté un peu l'écosystème de notre environnement. Nous avons parlé de la prochaine tournée. Voilà, Madame va lire son mot. Oui, donc voilà une expérience agréable et de qualité autour d'un concept frais, dynamique et intelligent, qu'est le corps de garde de la Radio Nour. Au nom de notre cabinet, Carlip Consulting, je vous remercie et vous invite à maintenir l'effort de supporter l'entrepreneuriat pour un écosystème vivant. Thank you. Thank you, c'est pour dire merci là-bas au pays de l'oncle Sam ou bien là-bas chez la reine d'Angleterre. Chez nous ici au corps de garde, on dit merci Diboti. Merci à maman Carole Libizangomo qui a accepté ce rendez-vous pris il y a seulement quelques jours. Ensemble, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain dans le cadre d'une autre émission avec un autre numéro, avec un autre invité au corps de garde. À tous les habitants du village, à tous nos auditeurs, merci. Surtout ne touchez à rien, vous écoutez la meilleure des stations, c'est la Radio Nour, la passion du savoir. Merci d'avoir eu encore, comme à chaque numéro, votre cahier, votre stylo pour noter tout ce qui a été dit aujourd'hui pour l'épanouissement, pour l'éclosion de nos entreprises différentes. Bon confort d'écoute et à bientôt. C'était votre émission, l'invité du corps de garde. Présenté par Maël Manomba. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM.